Bienvenue dans ce bulletin d'information Le National CRBS, où nous vous tiendrons informés des derniers développements et actualités qui concernent notre nation, ainsi que des initiatives prises par les citoyens et des décisions prises par les autorités. Restez informés avec les dernières nouvelles. Voici ce que nous avons pour vous aujourd'hui. Le samedi 11 mars dernier, la principauté de Bérémagne, le nœud Gravia de Saint-Castin et la principauté de Sancratosie ont signé la Convention de Saint-Jacques, marquant une étape importante dans l'histoire de la coopération entre ces États souverains et indépendants. Cette convention a conduit à la transformation de l'Union coopérative monétaire laurentienne en l'Union coopérative micronationale laurentienne, qui a pour objectif de renforcer la coopération entre eux dans plusieurs domaines, tels que l'économie, l'environnement, la culture et les communications, ainsi que la défense et la sécurité. L'UCML, qui conserve les mêmes initiales, a élargi considérablement la portée de la coopération entre les États membres, allant au-delà des aspects financiers pour inclure des domaines tels que l'environnement, la culture et la défense. Les États membres partagent des valeurs communes de paix, de respect, de liberté, de démocratie, d'égalité et d'interculturalisme. Les langues officielles de l'Union sont le français, ainsi que l'anglais, tandis que les langues reconnues mais non officielles sont celles des États membres, notamment la Iliwar Fraka Nova et le castino montagnais, qui ont un statut de langue nationale par les gouvernements castiniens et sancratosiens, ainsi que plusieurs langues autochtones de la région. Pour le nœud Gravia de Saint-Castin, cette convention établit les bases de la nouvelle UCML. En rejoignant cette union, Saint-Castin pourra renforcer sa position dans la région en s'alliant avec deux autres États souverains et indépendants dans des domaines plus étendus que l'ancienne mouture basée sur la Convention de Saguenay. Grâce à cette coopération, Saint-Castin pourra accéder à des ressources et des compétences qu'elle n'avait pas auparavant, renforçant ainsi son économie et son développement. En outre, l'Union permettra à Saint-Castin de promouvoir sa culture et ses langues, telles que le castino montagnais, qui sont reconnus comme langue régionale, mais qui n'ont pas un statut d'usage officiel par l'Union. L'Union coopérative micronationale laurentienne permettra à la principauté de Bérémagne et à Sancratosie de renforcer leur position en tant qu'État souverain et indépendant dans la région, tout en offrant de nouvelles opportunités de développement économique et culturel. Les deux États membres pourront jouer un rôle plus actif sur la scène internationale en participant à des initiatives diplomatiques conjointes et promouvoir la paix, la prospérité et le bien-être de leur peuple. Enfin, la Convention de Saint-Jacques permettra aux États membres de promouvoir la solidarité régionale et de mettre en commun leurs forces et leurs ressources pour promouvoir le bien-être de leur peuple tout en préservant leur indépendance et leur souveraineté. L'Union coopérative micronationale laurentienne est une manifestation concrète de la coopération entre les États souverains et indépendants, qui cherchent à créer un avenir plus durable et prospère pour leurs citoyens tout en respectant les différences culturelles et linguistiques de chacun. La Convention de Saint-Jacques représente ainsi une étape importante dans l'histoire de la coopération interétatique et pourrait servir d'exemple pour d'autres régions du monde cherchant à développer des partenariats. Nous avons une nouvelle importante concernant la micro-francophonie. Le mandat des secrétaires généraux adjoints arrive bientôt à terme et il est temps de procéder au renouvellement de ces acteurs importants de l'organisation. Au sein de la micro-francophonie, on retrouve 5 membres désignés en tant que secrétaires généraux adjoints, chacun ayant une mission particulière. Ces missions incluent la diplomatie, la préservation de l'environnement et du développement durable, la protection des droits de l'homme, la promotion de la culture et du développement de la micro-francophonie ainsi que la conception des moyens de communication. Les candidatures pour les postes de secrétaires généraux adjoints sont ouvertes jusqu'au 17 avril 2023, selon une annonce du haut-commissaire de la micro-francophonie, Jean-Pierre IV. Les secrétaires généraux adjoints sont élus par l'Assemblée générale par un vote à la majorité simple pour une durée de 2 ans. Les candidats doivent être citoyens d'une micronation membre de l'OMF. Les 5 membres sortants des secrétaires généraux adjoints, dont le mandat arrive à son terme, ont joué un rôle primordial au sein de l'organisation de la micro-francophonie. Le ministre-président Dominique de Sainte, du nœud Gravia de Saint-Castin, est actuellement le secrétaire général de l'organisation, mais a auparavant rempli le rôle de secrétaire général adjoint chargé de la conception des moyens de communication. De son côté, le prince Rémy de la principauté de Fertroy a été secrétaire général adjoint en charge de la culture et du développement de la francophonie. Quant au prince Vincent Ier de la principauté d'Héliantis,
il a occupé le poste de secrétaire général adjoint chargé de la diplomatie, tandis que l'empereur Olivier de l'Empire d'Angialistan s'est chargé de l'environnement en tant que secrétaire général adjoint. Enfin, le prince Bernard de la Principauté d'Austrasie a été le secrétaire général adjoint en charge des droits de l'homme. Tous ces membres ont été élus en 2020 pour leurs compétences et leur engagement, et leur dévouement pour les enjeux de l'organisation de la micro-francophonie a été remarquable. Ces secrétaires généraux adjoints sortants ont des missions différentes, mais ils ont en commun de travailler étroitement avec le secrétaire général. Il est donc important que les secrétaires généraux adjoints soient des personnes compétentes et motivées. Nous suivrons de près la procédure de nomination des secrétaires généraux adjoints et nous ne manquerons pas de vous tenir informés des résultats. Restez à l'écoute pour plus d'informations sur cette évolution importante de la micro-francophonie. La Neugravine Marie-Philippe, chef d'État du Neugravia de Saint-Castin, est actuellement à l'étranger pour son premier voyage diplomatique. Ce voyage, qui a débuté samedi dernier, marque le premier déplacement officiel de la Neugravine à l'étranger depuis son accession au trône en décembre 2020. La Neugravine visitera 6 pays et territoires d'outre-mer dans les Petites Antilles, la Guadeloupe, la Barbade, la Grenade, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Sainte-Lucie et la Martinique. Cette tournée est considérée comme un événement important pour le Neugravia de Saint-Castin, car elle marque la reprise des activités diplomatiques de l'État après une période de ralentissement causée par la pandémie de COVID-19. Depuis le décès de son prédécesseur, le neugrave Louis-Philippe, en décembre 2020, les déplacements officiels des dignitaires du Neugravia de Saint-Castin ont été considérablement réduits. La Neugravine Marie-Philippe n'avait pas eu l'occasion de voyager à l'étranger jusqu'à présent. Cependant, le Neugravia de Saint-Castin a réussi à maintenir une présence diplomatique active, notamment en participant à des événements tels que le Microcon de Las Vegas organisé par le Grand-Duché de West Arctica et en effectuant une tournée en Europe en septembre dernier. Le voyage de la Neugravine Marie-Philippe dans les Petites Antilles est donc un événement important pour le Neugravia de Saint-Castin, malgré les difficultés liées à la pandémie de COVID-19. Le 28 janvier dernier, le Neugravia de Saint-Castin a commémoré le 100e anniversaire de la naissance du neugrave Louis-Philippe Ier. Bien que décédé il y a 2 ans, son nom reste gravé dans l'histoire de cette micronation. Né à Bagotville au Saguenay, Louis-Philippe Ier était le fils du neugrave Georges Ier Gonzague et de la neugravine Rose de Lima, et faisait partie d'une fratrie de 25 enfants. Durant la Seconde Guerre mondiale, il a servi dans l'effort de guerre en tant que pilote de paquebot, assurant la liaison entre Duluth et Halifax en Nouvelle-Écosse via le Saint-Laurent. En 1950, il a épousé Jeanne d'Arc, qui est devenue la neugravine consort. Ils se sont établis à Bagotville et ont eu 3 enfants ensemble. Louis-Philippe Ier a accédé au titre de noblesse valinoisien en 1976, suite à l'abdication de son 2e frère. Il a régné en tant que neugrave de Saint-Castin jusqu'à son décès en 2016 à l'âge de 97 ans et 10 mois. Le gouvernement castinien avait décrété une période de deuil national d'1 mois suite à son décès. À l'occasion de cette commémoration, des drapeaux aux couleurs de la micronation castinienne, bleu, vert et rouge, ont été hissés dans plusieurs localités du pays. Les membres de la famille neugraviale ont également assisté à une messe solennelle en mémoire du défunt neugrave dans la capitale valinoisienne Bagotville, où il avait vécu la majeure partie de sa vie. Les Castiniens se souviendront toujours de Louis-Philippe Ier pour sa loyauté, sa détermination et son dévouement envers son peuple. Son héritage continue d'inspirer les habitants de cette micronation, qui travaillent pour faire de leur nation un endroit meilleur. Voilà qui conclut ce bulletin d'information Le National CRBS. Nous espérons vous avoir fourni une vision complète de l'actualité de notre micronation. Nous sommes convaincus que ces informations vous permettront de mieux comprendre les enjeux qui nous concernent tous. Nous vous donnons rendez-vous lors de notre prochaine édition pour continuer à vous informer sur les derniers développements de l'actualité castinienne. Nous vous remercions de nous avoir suivis et vous souhaitons une bonne journée.